Bonjour et bienvenue sur Invest Academy. On se retrouve sur les news de la semaine 47 avec des publications et quelques mouvements sur mon portefeuille. Je tiens à faire un petit clin d'œil à Veinvest. Je vais essayer d'être complémentaire à ce qu'il fait. On ne suit pas tout à fait les mêmes sociétés. Et donc, je vais essayer vraiment d'apporter de la valeur et de faire des choses à ma manière. Avant toute chose, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement financier. Ensuite, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, on a eu une publication de LDC le 22 novembre, donc une très très belle publication avec des résultats semestriels en progression qui sont portés par le retour à des conditions d'activité plus normales. Donc on a une baisse de la hausse des prix et un retour un peu plus normal à une croissance des volumes. Donc on a une croissance solide au premier semestre avec un retour progressif des volumes. Résultat opérationnel courant de 193,4 millions d'euros, c'est vraiment exceptionnel. On a une bonne visibilité pour le S2 avec une montée en puissance des efforts promotionnels et une poursuite de la stratégie volontaire d'acquisition. On a deux opérations en cours qui vont être assez intéressantes, notamment celle de la Pologne. Donc au niveau de L2C, j'ai noté quand même des petits avantages concurrentiels, notamment par les coûts. On a une efficience opérationnelle car ils sont verticalement intégrés donc dans l'activité amont, donc l'agriculture, l'élevage, les poussins, tout ça. Et on a un avantage par la taille car on a 40% de part de marché en France, on est vraiment leader et on peut en imposer au niveau des prix et on a forcément des avantages au niveau des fournisseurs et des transports, etc., etc. Et précisément exactement au niveau de notre réseau de distribution, on est plus puissant que n'importe qui. Donc le tonnage, on est passé de 535,1 kilotonnes l'année dernière à 524,9 kilotonnes, donc une légère baisse, mais on a un chiffre d'affaires donc qui passe à 3 milliards 22 millions contre 2 milliards 735 millions l'année dernière. Donc si on a une baisse des tonnages, ça veut dire qu'on a une hausse des prix tout simplement. Le résultat opérationnel, il est à 6,4% de marge contre 4,4 l'année dernière, donc c'est excellent. On a un résultat financier, notamment on a commencé à placer du cash, ça rapporte 6,3 millions d'euros, c'est important à le souligner ici. Et le résultat net part de groupe qui passe de 93,9 millions d'euros à 153 millions d'euros. Et la CAF qui augmente fortement, on le verra juste après. Donc vraiment de très très bons résultats qui dit qu'après une année 2022 exceptionnelle, marquée par la hausse sans précédent des matières premières, l'inflation des charges opérationnelles et l'impact de l'influenza aviaire, le groupe a profité d'une base de comparaison particulièrement favorable avec le retour à des conditions d'activité plus normales, notamment sur ce S1. Et donc sur la période, les volumes disponibles sortis de l'influenza aviaire ont toutefois été insuffisants pour permettre au groupe de relancer les promotions à leur niveau d'avant-crise. Ces efforts de prix au bénéfice des clients et des consommateurs seront pleinement effectifs à compter du second semestre. Et on nous dit également que les performances de la période ont également bénéficié de la dynamique toujours solide à l'international et des valorisations tarifaires passées en fin d'exercice 2022-2023 dans le traiteur qui retrouve en fait une marge positive. Et le pôle volaille qui a été exceptionnel en France. On commence à faire des hausses de prix. Pour rappel, on a une clause de révision automatique dans le cadre de la loi Egalim, donc sur les matières premières agricoles, donc les nourritures un peu qu'on donne aux poulets, et donc forcément ces prix-là baissent, donc le prix des poulets doit baisser, et donc on a des baisses moyennes tarifs et promotions de moins 6 à moins 7% selon les réseaux à fin septembre 2023. Et donc ici, on peut voir l'évolution des volumes vs N-2, année de référence avant influenza aviaire. Donc ici, on retrouve une activité promotionnelle qui est à moins 25% par rapport à N-2 et des volumes qui sont de retour à plus 14% par rapport à l'année N-2. Donc on retrouve petit à petit des conditions d'activité normales, entre guillemets. Au niveau du tableau de trésorerie, c'est vraiment très très bon. Vous voyez ici qu'on a généré un cash flow d'activité, donc une CAF de 255,7 millions d'euros. On a une variation de BFR qui pompe un peu de CAF, donc on a 207 millions de flux de trésorerie liés à l'activité et on a réussi à générer 68 millions en free cash flow parce qu'on a fortement investi sur ce SA. Et donc forcément la trésorerie nette augmente, on a 396,7 millions d'euros, on a passé le cap des 2 milliards de capitaux propres, et donc voilà, la CAF progresse de 31,6%, c'est vraiment énorme cette conversion cash, et voilà ce que je vous ai dit, les 122,6 millions d'euros d'investissement industriel au service des conditions de travail, de la compétitivité de la filière et de l'innovation. Donc c'est vraiment plutôt pas mal sur le tableau de full trésorerie.
Donc ici, je vous montre les investissements industriels, ils sont en croissance sur ces 3 ans là. Et donc, le groupe rappelle qu'il a mis en place un plan industriel additionnel d'environ 200 millions d'euros à 4 ans visant à répondre à la hausse de la demande de la volaille origine France. Pour rappel, il y a l'inondation des volailles ukrainiennes parce qu'on n'a pas de taxe d'export, donc ça inonde le marché français, notamment dans la restauration hors domicile, et au total, l'enveloppe d'investissement s'élèvera à 290 millions d'euros. Donc voilà, vous avez la répartition ici des investissements des 290 millions d'euros de l'exercice. On voit ici qu'on a un retour des volumes pour les produits de volaille qui s'accélèrent. Donc on retrouve enfin des volumes en croissance, donc plus 4,3% au premier semestre 2023, et également au niveau de la restauration hors domicile. Et on peut voir que on a une viande compétitive qui creuse l'écart au niveau de la volaille. Donc en 21 ans, on a plus 4,6 kg de consommation de volaille par les Français. Et on peut voir ici que c'est la seule viande qui progresse en termes de consommation en volume, mais également elle est en baisse au niveau des prix à la fin de ce premier semestre. Au niveau d'une acquisition qui est prévue, Indicpol, c'est une société polonaise qui est vraiment leader de la dinde en Pologne. Donc on a des gros volumes, 50 000 tonnes, un chiffre d'affaires consolidé de 228 millions d'euros et une marge EBITDA de 5% du chiffre d'affaires. Donc ça peut être très très bénéfique pour se renforcer à l'international pour LDC parce que au niveau de la Pologne, c'est le premier producteur de dinde en Europe et le premier producteur de poulet. Et ils sont également verticalement intégrés, tout comme LDC. Au niveau des atouts, on a une marque forte en Pologne, une position de leader sur la dinde en Pologne, un mix de produits élaborés, une complémentarité géographique avec les implantations de Rosen. Donc on serait vraiment à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en Pologne si on intègre cette acquisition et ça peut vraiment être pas mal. Et on peut voir finalement des belles synergies qui vont vraiment créer de la valeur pour les actionnaires. Donc au niveau également de la deuxième acquisition, elle est beaucoup plus petite, c'est les Délices Saint-Léonard, 12 900 tonnes de produits, donc on prépare des pizzas, des quiches, des tartes et des sandwichs. On a un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 50 millions d'euros, 265 personnes. Et donc ici, synergie industrielle, capacité avec une réserve foncière, donc on achète le foncier, et une implantation géographique complémentaire à celle des autres sites traiteurs. Au niveau de LDC, on a une valo toujours très très acceptable, même si le cours avait bien baissé et bien remonté, mais ici je vous mets qu'on a un upside potentiel de 30% au cours actuel si on revient au 7,9 fois l'entreprise value sur EBIT. Donc c'est encore pas très très cher. On peut voir que le ROCE 2022-2023, donc sur l'exercice entier précédent, on était à 14,787%. Donc pour rappel, le marché est entre 6 et 8%. Et sur le S1, sur les 12 derniers mois, on est à 17%. C'est pour vous dire la qualité des résultats. Au niveau, bien sûr, de LDC, j'en ai pas pris ici dans le point bas au 22 septembre, même si j'ai bien vu que c'était pas cher. Vous voyez ici que j'avais acheté plus haut parce que j'avais lu quelques articles sur des importations qui étaient de la concurrence déloyale pour LDC, des importations polonaises sans taxe d'exportation et donc qui venaient inonder le marché français, comme je vous l'ai dit juste avant, notamment au niveau de la restauration hors domicile, la consommation explose et j'espère que les autorités vont faire quelque chose, mais ça n'a pas l'air d'impacter très très fortement LDC qui est plus vraiment sur du premium. Donc voilà tout pour LDC. On passe maintenant sur Clinica Baviera. Donc une société qui fait des opérations d'ophtalmologie interventionnelle, notamment pour des cataractes, des presbyties, tout ça, notamment en Espagne, en Allemagne, en Italie et un peu en Autriche. On a de très très beaux résultats, comme vous pouvez le voir ici, 13% de croissance des revenus sur les 9, sur le Q3 de Clinica Baviera. L'EBITDA croît de 11% et les net income de 11%. Donc on a un léger décalage parce qu'en fait, ils n'ont pas haussé les prix depuis un an de octobre à octobre. Et donc là, ils vont commencer à hausser les prix, je l'espère, pour qu'on retrouve une meilleure marge. Au niveau des revenus, comme je vous l'ai dit, c'est tout bon. Donc là, on décompose un petit peu. On a eu vraiment une hausse des charges opérationnelles ici de 14%, donc il a grévé un peu ces résultats opérationnels parce que sinon, les dépréciations et les amortissements, ils sont en hausse de 11% pareil. Les résultats financiers, ils sont en baisse de 13%.
et les income tax, donc les impôts, on est en hausse de 12%, donc ça grève un peu les résultats par rapport au chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu 5 ouvertures de cliniques en un trimestre par rapport à la moitié, donc au S1 2023. Donc 5 cliniques qui vont ouvrir et donc forcément de la rentabilité qui va, un ramp-up qui est prévu et donc du chiffre d'affaires qui est de nouveau prévu en hausse comme d'habitude. Et c'est vraiment un maillage territorial qui est en train de faire Clinica Baviera, c'est leur objectif. Et de bouche à oreille, petit à petit, faire que tout le monde aille se faire opérer là-bas. Ils sont pas encore présents en France, mais c'est vraiment, ils sont maillés l'Espagne, c'est vraiment des leaders en Espagne et ils sont en train d'aller en Allemagne et un peu en Italie. On peut voir qu'ils ont eu des capex de maintenance et d'amélioration à hauteur de presque 9 millions d'euros et des ouvertures et des relocations à 5,2 millions d'euros. Et ici, on peut voir que le cash augmente toujours. C'est vraiment une cash machine, cette société. On a eu plus 6,6 millions d'euros de cash en net finance, en trésorerie nette par rapport à la fin de l'année 2022. Au niveau des résultats ici, on peut voir que vraiment c'est les charges opérationnelles, comme je vous l'ai dit avant, qui ont grévé un peu le résultat. On a quand même des marges qui sont toujours très très convenables, mais qui sont en légère baisse d'un point par rapport à l'année dernière. Notamment, on est en équilibre à l'Espagne. En Espagne, on est à l'équilibre. En Allemagne, on perd 1% de marge EBITDA. Et en Italie, on est à peu près à l'équilibre. En somme toute, les marges restent très très solides. Et on arrive à serrer les coûts malgré l'augmentation des salaires, je pense, et quelques coûts fixes, notamment l'électricité et plusieurs charges qui sont autres, comme les abonnements, tout ça, je pense, Internet. Et c'est tout ce que je voulais dire, et notamment aussi les machines qui peuvent avoir augmenté fortement. Le seul point noir de cette société finalement, c'est le chinois au capital. Donc forcément, il y a une faible liquidité. Vous voyez, ils ont 79,83% du capital. Ensuite, c'est Vito Gestion Patrimonial. Donc c'est euh, Monsieur Baviera qui détient 10% du capital. Donc finalement, on a un flottant qui est que de 8,3%. Donc on a une faible liquidité et ça peut faire peur. On ne sait pas trop ce que les Chinois vont faire. Mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire une OPA, sinon ils l'auraient déjà fait en entier et ils se seraient pas ennuyés. Ils attendent en fait que le cash tombe au niveau des dividendes parce qu'on a un très très beau rendement du dividende là de 6,07%. Et si on enlève ici la retenue à la source espagnole, on a 4,8% de rendement du dividende, donc c'est vraiment pas mal. Et ici en fait, je vous ai mis le ROCE et attendez, je vous ai fait l'évaluation ici également, mon cours cible. J'ai mis 10 fois le résultat opérationnel parce que pour une société de cette qualité, 10 fois le résultat opérationnel contre une moyenne sur 10 ans d'environ sur, sur toute la durée de, en fait, non, j'ai mis sur quoi? Ouais, sur 20 ans, non, je sais plus ce que j'ai mis. On est à 15,6 fois le résultat opérationnel et là, on est cote à 7,8 fois. Donc, je pense qu'on peut remonter à 10 fois vu la qualité des résultats. Et en fait, ça nous donne un potentiel upside de 43,7% sur le cours de l'action. Donc, on est vraiment avec un rapport qualité-prix exceptionnel. On a un ROCE de 36,04%. Donc, sur ces 10 dernières années, en médiane, on a 34,9. Donc, c'est vraiment exceptionnel également la rentabilité de cette société. La rentabilité des capitaux employés, c'est pour vous dire le même niveau qu'Hermès sur sa médiane 10 ans. Hermès, c'est 36,16% de ROCE et on a une enterprise value de 36 sur EBIT de 36 chez Hermès et donc c'est 4,6 fois plus cher que Clinica Baviera avec un ROCE à peu près équivalent. Mais bon, c'est quand même à relativiser. Je voulais mettre un peu ça en exergue car on a un track record excellent et c'est vraiment de l'ultra luxe Hermès qui possède un des meilleurs track records du marché, un des meilleurs pricing power également du monde. Donc c'est vraiment à relativiser, mais pour vous dire la qualité du ROCE et des marges et de la croissance de cette société. Ensuite, Precia Molen, on a un chiffre d'affaires qui déçoit un petit peu au T3, on a 0,8% en croissance organique. On est en croissance et en croissance organique, on a 1,8%. Mais sur 9 mois, on est quand même sur les 9 premiers mois, on est à 7,1%, donc c'est vraiment pas mal. On a été pénalisé par la Lituanie par 1,2 million d'euros. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire en fait que
on a une bonne performance de la France sur les 9 mois, avec une croissance de 4,8%. Le reste de l'Europe, il est très très solide avec 7,3% de croissance, notamment avec une bonne perf au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas, et le recul de la Lituanie. Les autres zones s'affichent également une très très belle performance, notamment en Inde et dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc là, c'est vraiment ce qui va tirer la croissance dans les futures années. Et ici, on peut, au niveau des perspectives 2023, il confirme un ralentissement économique en Europe occidentale, pardon, la baisse du chiffre d'affaires, la baisse significative pardon, du rythme de prise de commande en Europe occidentale et particulièrement en Europe se confirme avec pour conséquence la difficulté à régénérer le carnet de commandes de fin d'année. Au niveau de la Lituanie, elle devrait être en mesure de renouveler son carnet de commandes et les autres régions du monde, on se comporte vraiment très bien, notamment avec un retour à la normale en Inde qui avait eu une prise de commande exceptionnelle avec vraiment des projets de très grosse taille au niveau du premier semestre et des 9 mois. Donc Precia, on a 8 fois le résultat opérationnel, donc c'est vraiment pas trop cher. C'était un peu aberrant ces valorisations de ces derniers temps, mais ici franchement on commence à être pas mal, les marges sont de retour à des niveaux dramatifs. Ce qui m'inquiète un peu, enfin ce que j'aimerais voir c'est vraiment une très très belle croissance. Là on est à 7, à 7% et quelques sur les 9 mois, et j'aimerais que sur les prochaines années à 7-10%, 7-10% de croissance. C'est une position que j'apprécie particulièrement. Au niveau des mouvements du portefeuille un petit peu, j'ai vendu Obey. J'ai vendu Obey pourquoi? Parce que je vois que elle avait bien monté. J'ai liquidé la totalité de ma position parce que je pense qu'en fait, il y a de bien meilleures opportunités. En fait, chez Obey, vous savez que c'est une ESN et s'il n'y a pas de recrutement, eh ben c'est mort. Il y a l'Italie qui est un peu déçue. Donc la croissance pour l'année en cours et l'année prochaine, elle va décevoir avec une confirmation du ralentissement de l'activité des banques par tous les acteurs du marché, notamment Alten, Capgemini, etc., etc. Il faudra que je regarde un petit peu de la société le SN qui fait également beaucoup de banques. Donc ici, je vous ai mis en exergue le résultat opérationnel. Donc ici, l'entreprise value sur EBIT sur l'année prochaine. Et on peut voir que sur Neuron, on serait à 9,7 fois le résultat opérationnel sur l'année prochaine, sur les 12 prochains mois. OB 9,3 et Wavestone 12,1. Avec ici, en fait, une croissance qui va être quasiment nulle chez OB contre une croissance de plus de 10% chez Neuron. Et pareil pour Wavestone qui est très très qualitative avec des très grosses marges. Donc en fait, je pense qu'il y a des meilleures opportunités que Obey. J'ai bien profité de la hausse, j'ai bien récupéré depuis le point bas, mais je pense qu'il y a de meilleures choses à faire. Autre ESN très très qualitative, c'est Prevas, une société qui est suédoise, qui est dans le fond de Gay-Lussac Gestion et qui est un des meilleurs ratios risque-rendement selon moi actuellement, même si c'est vraiment une small cap, on a 100 millions de capi, on est à une enterprise value sur EBIT de 5,4. Donc c'est vraiment très très faible avec en fait une croissance toujours à 2 chiffres sur les 9 premiers mois de l'année là, donc franchement c'est une très très belle société. Pourquoi c'est une très très belle société et qu'est-ce qui a changé en fait si on regarde le track record, c'est que depuis 2019 en fait il y a eu un nouveau CEO qui a totalement changé la société, qui l'a premiumisé, qui s'est concentré sur des centres de services et une gestion décentralisée de la société avec avec pour but d'apporter vraiment de la valeur ajoutée aux clients et avec forcément des missions mieux margées. Ça se rapporte un peu à ce que fait en fait S2I en France, mais en un peu plus long terme, un peu plus premium. Et donc, en fait, vous voyez ici que les bits a explosé depuis 2019 et également que le revenu a également explosé. Et comment on peut voir que la société se premiumise, c'est euh, dans la marge brute, en fait, qui est à un niveau historiquement haut et qui va le rester. Donc franchement, à 5,4 fois les bits, c'est vraiment très très faible. Donc dernière chose que je voulais vous dire au niveau des sociétés, Equasens, qui a acheté une société d'informatique officinale ADV en Allemagne, avec Arzhahn, donc l'un des principaux prestataires de services de santé allemands, du système de santé allemand. Il a 4000 pharmacies clientes et vraiment dans le but d'affiner la connaissance du marché. Donc, on a fait une joint venture. Donc, 94% de cette acquisition va être détenue par Equasens et 6% par Arzhahn. Je pense que c'est plutôt positif à ce niveau-là. Mais par contre,
Au niveau voilà, on va le voir après, il y aura un petit mais. Donc ADV, on a 400 officines, 2,3% de part de marché en Allemagne. On a un CA estimé entre 4 et 6 millions d'euros. Donc c'est vraiment assez faible, mais c'est stratégique, comme on l'a dit, puisqu'ils veulent devenir un des trois leaders des éditeurs de logiciels en Allemagne pour les pharmacies ici. Et Stifel, lui, il semble douter l'analyste parce que ça représente 20% de part de marché pour monter sur les trois premières marches du podium en Allemagne. Donc, Equasens a une petite part de marché en Allemagne, ce qui nécessitera plus d'investissement pour se développer et pourrait mettre la marge d'exploitation sous pression. Pour rappel, on a une marge EBIT chez Equasens qui est très très élevée. On a aux alentours de 30% quand même, c'est vraiment énorme. Et au niveau des fusions-acquisitions probables, l'analyse de Stifel dit qu'en fait c'est très peu probable et qu'on a 4 grands vendeurs dans le pays. Ça appartient à des groupes importants, à l'exception de Pharma Technique là, et que ça génère 100 millions d'euros cette société. Et c'est une acquisition trop importante pour Equasens, selon lui, parce qu'on paye 2 à 3 fois le chiffre d'affaires, il me semble, Equasens. Et donc, on va payer plus cher pour avoir plus de parts de marché finalement. Et il rappelle que en 2018, ils sont arrivés en Italie, Pharmagest, et en 5 ans, ils voulaient passer, donc ça représente en 2023 20% d'équipement des officines du pays. Et donc, en fait, on est seulement à 6% actuellement, donc l'analyste est sceptique. Ça n'empêche pas que on voit que la société a eu une belle chute du cours là, suite à l'annonce de son Q3, de son T3, où la croissance a été stable, donc on a fait 0%, et on a pris moins 18 le lendemain de l'ouverture, position assez abusée, enfin baisse assez abusée, mais j'en ai profité pour en acheter un petit peu. On est de retour à un enterprise value sur EBIT de 15,8, avec une société extrêmement récurrente qui marche très très fort, et vraiment une cash machine parce qu'on est vraiment sur une société SaaS, une société très très qualitative, une des meilleures sociétés en France. Donc ici voilà, vous voyez que la médiane 10 ans, la moyenne 10 ans durée de l'entreprise value sur EBIT, on est à 20. Donc ici on est plutôt pas mal, même si ça peut être un peu de la dead money sur l'année prochaine, notamment avec euh, les, les financements du Ségur qui vont être un peu déprimants pour le T4 et le T1 l'année prochaine, mais on repartira sur une base saine. Et au cours actuel, on a quand même 6,6% de rendement des free cash flow, sans prendre en compte la croissance des futures années. Je trouve que ce n'est pas vraiment dégueu au prix actuel, c'est pas délirant. Dernière chose, la performance du portefeuille sur le mois en cours, donc sur le mois de novembre, j'ai bien rebondi 6,74%, je suis assez content. Le CAC 40 fait 5,96 et le MSCI World et le MSCI World Small Cap font un peu moins. Par contre, on a Indépendance AM qui sont à plus de 7,5, donc ils ont très très bien rebondi. Et Gay-Lussac est dans ma lignée à peu près avec 6-7% de performance, c'est pas actualisé au dernier moment. Au niveau par contre de ma perf, depuis le début de l'année, je suis à moins 1,15%. On peut voir que je suis dans la même lignée que Gay-Lussac cette fois-ci, mais que Indépendance AM me surperforme largement, avec le MSCI World Small Cap également, et, euh, et le CAC 40 et le MSCI World, ils font une perf exceptionnelle depuis le début de l'année. Donc, j'espère que la fin d'année me sera plus favorable, mais j'ai bien rebondi, j'étais à moins 9%, et là je suis à moins 1, donc j'ai pris 8% en très peu de temps. Donc, on garde vraiment cette optique long terme et sur un re-rating des small caps qui sont vraiment sous-évalués ces derniers temps. Donc les résultats de la semaine prochaine, on a le 28, on a S2I, on a Trigano, pardon, le 28, donc les résultats annuels, on va voir les marges, tout ça, le cash, ça va être plutôt beau, je pense. Ensuite, le 29, on a le premier semestre de S2I et le 30, on a le premier semestre de Rémi Cointreau que je ne connais pas du tout, mais je vous ferai un petit recap comme aujourd'hui, un peu moins long, pour analyser tout ça. C'était Invest Academy. N'oubliez pas, vous avez les liens dans la description, mes liens de parrainage dans la description si vous voulez vous inscrire sur un compte en banque, un boursier, un- si vous voulez ouvrir un compte bourse, pardon. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, d'activer la cloche des notifications. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.